questions dans la salle. Oui. Vous pouvez développer les relations entre musique et finance, là, que vous avez évoquées tout à l'heure. Ça paraît un petit peu curieux, mais... La musique, c'est l'univers du virtuel. Par nature, c'est un virtuel qui s'appuie sur du réel, qui sont des instruments et tout un contexte dans lequel on s'exprime. Mais c'est d'abord du virtuel. C'est-à-dire c'est d'abord des données abstraites qui se véhiculent de façon abstraite et qu'on entend. C'est tellement le domaine du virtuel que l'exploration des possibles est très rapide, puisque ça ne suppose pas des choses très compliquées pour construire une œuvre différente, et à l'intérieur des règles, ou de l'absence de règles, on peut explorer le champ des possibles dans la musique extrêmement rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours pensé que la musique était en avance sur l'histoire, parce que la musique explore le champ des possibles beaucoup plus facilement que la matière, parce qu'elle n'a pas besoin d'utiliser la matière pour créer, avancer, beaucoup plus encore que l'architecture, ou que la peinture, ou encore plus que l'industrie. C'est pourquoi d'ailleurs, c'était l'objet de ce livre, que depuis, pour moi c'est confirmé avec ce qui s'est passé depuis, que la musique annonce beaucoup plus le futur. Dans le champ du virtuel, il n'y a pas beaucoup d'autres domaines qui peuvent être très largement virtuels. La finance en est un. La finance est très largement virtuelle. Elle est comme la musique fondée sur des nombres. Elle est comme la musique fondée sur des instruments qui sont secondaires par rapport à ce qu'elle est. Elle est comme la musique fondée sur des lois, la comptabilité ou d'autres qu'elle peut transgresser. Et comme elle est virtuelle, elle transgresse beaucoup plus facilement le champ des possibles que la matière. C'est pourquoi, quand on regarde ce qu'on appelle la globalisation, j'ai dit tout à l'heure, la première globalisation, c'est la musique. On a vu apparaître l'Afrique dans le champ de la musique bien avant qu'elle apparaisse même en peinture ou en sculpture, bien avant qu'elle apparaisse dans d'autres domaines. On a vu apparaître les métissages de toute nature, on a vu apparaître la globalisation d'aujourd'hui. La globalisation de demain se voit dans la musique bien avant de se voir dans d'autres formes, et celle de demain se lit dans la musique d'aujourd'hui, on peut parler longuement de ça, et la finance l'a suivi. Le seul domaine dans lequel il y a une véritable globalisation planétaire, c'est pas le domaine des échanges de marchandises, qui restent encore très régionaux, c'est pas dans le domaine de la globalisation du travail, parce qu'il n'y a que 200 millions de personnes sur 6 milliards, 7 milliards qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés. C'est la finance, qui est vraiment planétaire, et vraiment va au-delà de toutes les limites possibles et imaginables, qui a aussi d'ailleurs, et c'est une autre relation très profonde avec la musique, mais qui nous entraînerait sur des heures de conversation, elle a aussi comme fonction fondamentale de créer la paix. Puisque au fond, quelle est la fonction de la finance, de l'argent? C'est de remplacer la négociation de chaque objet par un prix fixé à l'avance. Or, la négociation est source de violence, puisqu'elle est possibilité de désaccord, de prise, de vol. Et tout au long de l'histoire humaine, on a vu apparaître progressivement des processus qui ont permis de sortir du troc, par des mécanismes de marché abstraits, ce qu'on a appelé l'échange silencieux, qui progressivement a donné naissance à la monnaie comme forme de non-violence. Donc là aussi, ça crée un rapport incroyable entre la musique et la finance, au point que tous les deux jouent aussi une fonction centrale dans le religieux, puisque la musique est intrinsèquement liée au religieux, et qu'évidemment, l'argent est une forme d'organisation de l'offrande du religieux qui se rencontrent tous les deux dans la façon d'organiser le pouvoir. La musique elle-même étant restée sauve, n'ayant pas voulu ou pu prendre le pouvoir par elle-même, mais la finance elle-même a échappé, et c'est le virtuel qui prend le pouvoir, ce que la musique pouvait annoncer. La musique annonçait clairement qu'une forme de virtuel allait prendre le pouvoir. Oui, j'en prie. D'un point de vue sociétal, que pensez-vous du silence? C'est une question que on va se taire, comme ça on va trouver la réponse. Le silence qui occupe l'essentiel de la réflexion de la moitié de l'humanité, puisque la méditation est là, c'est une forme de retour sur soi essentiel dans un monde qui
qui nous met en relation avec les autres sans souvent qu'on l'ait vraiment voulu. Donc, c'est d'abord une forme de maîtrise de soi. Et je pense que ça renvoie assez profondément à ce que nos sociétés sont en train de chercher, un équilibre entre soi et les autres, qui suppose à la fois de converser avec les autres, d'écouter la musique des autres, mais aussi de s'écouter soi-même. Dans la phrase qu'on retrouve dans toutes les religions, toutes, même si l'expression qu'on en connaît se trouve dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on oublie trop souvent que la phrase importante, c'est pas tu aimeras, mais c'est comme toi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et donc le silence, c'est-à-dire en fait l'écoute de soi, est un préalable à l'écoute des autres. Si on n'est pas capable de s'écouter soi-même, on ne peut pas écouter les autres. Et donc le silence est nécessaire à la vie en société. Et je pense que nous sommes en train d'avoir cette réflexion dans nos sociétés, avec aussi le risque d'avoir le silence, non pas comme préparation à l'écoute de l'autre, mais comme autisme. Ce qui est clairement ce qui est en train de se jouer dans des sociétés de plus en plus narcissiques, masturbatoires, fermées sur elles-mêmes, dans lesquelles la masturbation ou l'autisme sont le modèle absolu. On le voit dans les machines à ne pas écouter, à n'écouter que soi. Donc c'est là où le silence, pour moi, n'a de sens que s'il est une maîtrise de soi qui permet de mieux écouter les autres. On en est loin quelquefois. Le religieux dit ça aussi assez bien. Oui. Oui. Vous avez parlé de narcissisme, d'autisme, de repli sur soi, c'est probablement psychologique. Je crois me souvenir que dans votre livre que j'ai lu à l'époque, vous parliez aussi des origines, des racines de la musique. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, les origines de la musique à l'époque, je pense qu'on a encore, ça reste encore un grand mystère, de savoir quelles sont les origines de la musique. Personne n'en sait rien. Le chant des oiseaux, l'appel dans la forêt, la flûte. Mon hypothèse à moi, c'est que la musique est d'abord fondamentalement religieuse, qu'elle trouve son origine dans la métaphore qu'elle incarne de la domestication de la violence dans un bouc émissaire. J'ai repris à ce moment-là, en transposant la thèse d'un livre qui à l'époque était peu connu et d'un penseur qui à l'époque était inconnu, qui était René Girard, sur la violence comme source de sacré, dans la mesure où le sacré est une forme de canalisation de la violence. Et évidemment, si le bruit est violence, la musique est canalisation de cette violence. Et donc ça explique assez bien le parallèle, l'intrication du religieux et de la musique. Je pense que telle est l'origine fondatrice de la fascination que la musique exerce sur nous, de sa dimension consolatrice aussi, qui est de gérer le rapport à la violence en donnant du sens à la violence comme une façon d'échapper à la mort. Oui. Quelle évolution de cette saturation dans nos sociétés? Sans dévoiler votre intervention du non, mais 16. d'ici là, j'ai le temps de changer 40 fois d'avis. Toute pensée est en marche. Il me semble que ce qui est en marche aujourd'hui, c'est d'une part le basculement vers le faire plus que vers l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un mouvement vers le spectacle vivant, c'est clair. Ça, la musique d'ailleurs le dit. La musique le dit. Elle dit quoi? Elle dit que le temps est plus important que l'objet. Que la seule chose véritablement rare, c'est pas l'information qui est infinie, c'est pas la matière qu'on peut toujours économiser, c'est le temps. Et que donc le temps partagé avec quelqu'un, comme on fait en ce moment, est unique. Donc la musique nous dit ça. Donc l'évolution va être une extrême valorisation du temps passé ensemble, et donc du spectacle vivant. Mais ça, c'est déjà une réalité. Je pense qu'elle dit aussi qu'il y a de plus en plus une volonté de faire, et donc le développement d'une musique fait par chacun, avec une exigence croissante liée au dialogue avec les grands artistes, mais aussi une grande interrogation de savoir si la musique faite par chacun sera justement une musique narcissique et masturbatoire, ou au contraire une musique partagée avec les autres.
Je suis assez optimiste quand je vois ce qui se passe en musique. J'ai l'impression qu'au contraire, on ne va pas vers un narcissisme où chacun s'enferme tout seul pour composer la musique, pour l'écouter tout seul, mais au contraire, pour la faire partager, pour exister par la musique, pour être unique par la musique, pour être unique par sa création dans son dialogue avec les autres. Donc je pense que ce que nous dit la musique, c'est qu'elle permet à l'humanité de comprendre qu'il y a 7 milliards de Mozart, mais que chacun n'a pas encore trouvé dans quoi il est génial, mais que chacun est génial dans quelque chose. Et que la musique, dans la mesure où elle est si accessible, en apparence, même si c'est extrêmement technique, j'en sais quelque chose, puisque je me risque à une carrière d'amateur chef d'orchestre, et donc je sais très bien la difficulté intellectuelle et théorique que représente tout métier sérieux de musique. Elle dit quand même que chacun a la possibilité de chercher en quoi il est différent et créateur. Donc, dans la mesure où elle ne suppose pas, elle est extraordinairement démocratique puisqu'elle ne suppose pas de grands moyens. Elle ouvre, sauf l'IRCAM, elle ouvre à des perspectives de créativité collective absolument fantastiques. Merci. Jacques, en fait, la semaine du son s'appelle la semaine du son aussi parce que nous nous sommes rendus compte assez vite que tout un chacun avait des choses à dire sur le son. Et c'est quelque chose d'important, cela. D'ailleurs, quand on parle du son à qui que ce soit, indépendamment de son niveau social, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un écho. Et c'est en cela, effectivement, qu'on a eu cette idée aussi de développer cette notion-là. Donc c'est un vecteur de relationnel très fort, vous le dites, et ça, on en a pris conscience très très vite. Donc en fait, cette semaine du son, elle se livre, elle se partage, elle se vit en tout cas sur 50 villes françaises cette année, plus de 60, plus de 50 même d'ailleurs, elle va à l'étranger, et on a l'impression qu'à travers ce sonore, il y a un peu de chacun finalement qui est véhiculé à travers en fait cette manifestation. Voilà, je vous le dis, c'est important que vous le sachiez. Et... Oui, je peux en profiter pour rebondir, pour dire que c'est en effet très important de voir la totalité d'un sens. Mais ce qui est magnifique dans l'expression des 5 sens, c'est que ces 5 sens qui ont chacun un sens. Et le son est un sens qui a du sens. Alors je rêve de ce que quelqu'un fasse un jour, une semaine du toucher, une semaine de l'odeur, une semaine de la vue, et que chacun des 5 sens est aussi une façon d'être éveillé. Parce que la musique et le son est certainement un des sens qui est encore le plus vivant. Oui. Beaucoup d'autres sens sont en train de disparaître, de s'atrophier. Je pense en particulier au toucher, qui est en train de s'atrophier, sauf dans sa dimension érotique, qui n'est qu'une de ces dimensions. Et je pense qu'il est très important que les sens, c'est-à-dire ce qui nous met, nous, en relation avec le reste, qui donne du sens à notre vie, puisque nous existons dans la relation aux autres, les sens prennent du sens. Et le son n'est qu'un des 5 sens. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour, il y ait tous les événements qui prennent sens autour des 5 sens. Merci pour cette intervention qui ouvre très bien le propos. Merci Jacques.